Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Et bonsoir la cryptosphère. Alors oui, je suis complètement à la bourre. J'ai aucune raison valable technique à vous donner. La vérité, c'est que j'essaye d'arrêter de fumer depuis samedi. Et mon cerveau, il est pas là. Moi, je suis là, mais lui, il est pas là. Il est pas du tout là, il est absent. J'ai du mal à me concentrer sur les vidéos. J'ai même du mal à apprécier ce que je regarde. J'ai vraiment l'impression que mon cerveau il est en mode dark. Donc voilà, c'est très compliqué, mais on est là, on lâche rien. Le Zap est tout de même une pépite comme chaque lundi. Juste voilà, il m'aura fallu un petit peu plus de temps. Je suis sincèrement désolée. J'espère qu'il vous plaira. On passe vite fait au Fear and Greed Index qui est à 24 ici dans la peur et le marketeur d'Orflow en recherche d'achat. Bon, comme d'hab, n'oubliez pas que le marketeur d'Orflow change toute la journée, donc on s'en fiche un petit peu, c'est histoire de meubler. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous. Ah non, tu vas pas quitter maintenant, on a oublié quelque chose. Et oui, les gagnants d'hier soir, désolé. Alors, nos gagnants d'hier soir sont Franck H, Millésime, Seb 420, Fredouille, Moïd et Cryptopirate 509. Pour ceux qui gagnent pour la première fois, n'oubliez pas de me contacter sur un de mes réseaux, par mail, Twitter, Facebook, qu'importe, vous avez les liens dans la description. Félicitations à tous, et si toi aussi tu veux avoir la chance de remporter un NFT de Zap Crypto, laisse un petit commentaire sous tous les Zap Crypto de la semaine. Et le tirage au sort aura lieu dimanche prochain. Bon allez, je m'éternise pas trop parce que sinon le montage il va me prendre une tête, mais pas possible. Alors, je vous laisse ici. Bonne vidéo à tous, une excellente semaine. C'était Zap Crypto. Et on enchaîne en parlant de Celsius qui a fait plusieurs fois l'actualité cette semaine. D'abord, la plateforme de crypto-monnaie centralisée a déclaré dans un communiqué vendredi dernier qu'ils ne réclameraient pas à leurs clients le remboursement de leurs prêts. Même si à première vue ça peut sembler être une bonne nouvelle, la réalité c'est qu'il n'est pas certain que les utilisateurs y gagnent vraiment au change. En effet, lorsque vous réalisez un emprunt, il faut déposer en collatéral une certaine somme qui est plus importante que ce que vous allez emprunter par la suite. Autrement dit, les personnes qui sont concernées par cette décision ont certainement gelé des actifs plus importants que la somme qu'ils ont empruntée et autrement dit que la somme qu'ils ont actuellement dans leur portefeuille. Et il n'est pas garanti qu'ils récupéreront la somme totale qu'ils avaient déposée à la base. Par ailleurs, en parallèle de ces événements, et c'est la deuxième raison pour laquelle Celsius a fait l'actualité cette semaine, Alex Mashinsky, qui est désormais donc ex-PDG de Celsius, a annoncé sa démission en début de semaine dernière avec effet immédiat. Je cite, « J'ai choisi de démissionner de mon poste de PDG de Celsius Network aujourd'hui. Néanmoins, je continuerai à me concentrer sur le travail pour aider la communauté à s'unir derrière un plan qui offrira le meilleur résultat pour tous les créanciers, ce que j'ai fait depuis que la société a déposé le bilan. » Quelques jours après, dans une actualité parue ce matin même sur Cryptost, on apprenait que cet ex-PDG de Celsius était également accusé d'avoir retiré 10 millions de dollars de la plateforme quelques jours à peine avant la déclaration en faillite. Autrement dit, il est littéralement accusé d'avoir préféré sauver ses propres fonds au détriment de ceux de l'entreprise et de ceux de ses clients. Bref, jour après jour, on déroule un petit peu plus le fil de cette affaire et on lève également le voile qui obscurcit l'affaire Celsius et il semblerait qu'on ne soit pas prêt d'en voir le bout. Salut Asher, tu penses quoi de l'Ether Proof of Work? Je comprends la noblesse de vouloir conserver un Ether en Proof of Work, mais il y a quand même l'Ethereum classique qui existe déjà. Je comprends l'intérêt de créer un nouvel Ether en Proof of Work parce que l'Ethereum classique a des défauts incroyables depuis le début. Par contre, quand t'as plus de 95% une communauté tout entière switch vers un nouvel asset, je pense qu'il faut faire le deuil de tes machines qui servent à miner de l'Ether et partir sur d'autres chaînes, comme le Ravencoin ou comme l'Ether classique, mais ne pas avoir à aller sécuriser une nouvelle blockchain en Proof of Work. Malgré tout, je respecte beaucoup le Proof of Work parce que ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens pensent que le Proof of Stake est une évolution du Proof of Work. C'est une erreur. C'est une évolution d'un point de vue écologique, c'est une évolution d'un point de vue de la scalabilité qu'on pourra apporter dans le futur du réseau. Par contre, d'un point de vue sécurité, il n'y a rien à dire. Le Proof of Work de Bitcoin est bien plus robuste qu'un Proof of Stake d'Ether, que ce soit bien clair. Là, on nous dit trading like a Lehman moment, c'est-à-dire, vous vous rappelez, en 2008, il y avait eu la crise des subprimes et elle avait commencé avec la faillite d'une banque qui s'appelait Lehman Brothers. Et en l'occurrence, ici, on nous dit que le Crédit Suisse et la Deutsche Bank ont un problème de valuation, une valuation qui est, c'est-à-dire leur capitalisation boursière est plus basse que leurs actifs, avec des possibilités de mise en défaut,
Oui, de défauts de paiement qui approchent des niveaux de 2008. Donc grosse référence bien entendu à la crise des subprimes, et vous le voyez là, donc les credit defaults qui ont fortement augmenté sur le Crédit Suisse. On le voit également ici. Je vous ai mis cet article de côté. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là, où c'était donc hier le boss du Crédit Suisse qui dit attendez, calmez-vous, il n'y a pas de souci, on n'aura pas de problème. Et là vous voyez la capitalisation du Crédit Suisse, l'équipe a changé il y a 5 mois et pourtant ils n'arrivent pas à redresser la barre. Et même chose ici pour la Deutsche Bank qui est ici un petit peu en PLS au niveau de la capitalisation boursière. Et malheureusement, il y a une entreprise similaire à Celsius qui risque d'avoir des problèmes similaires. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais si tu as tes cryptos sur cette plateforme, je te conseille de tout retirer immédiatement. Il s'agit de Nexo. Donc actuellement, il y a plusieurs régulateurs américains qui mettent en garde Nexo à cause de son produit Earn Interest qui offre des rendements élevés et ça serait un titre non enregistré. Tu connais la régulation américaine avec l'enregistrement des titres, ils rigolent pas avec ça. Donc en gros, Nexo serait en train de violer la loi et la confiance des investisseurs en prétendant faussement qu'elle est une plateforme autorisée, enregistrée, validée par les États-Unis tout simplement. En plus de ça, Nexo endormirait ses utilisateurs avec des promesses de rendement anormalement élevées. Et c'est quelque chose que je te dis souvent, mais tu vois, l'appât du gain, surtout en crypto, c'est très dangereux. Et à chaque fois que tu vois une plateforme qui propose des rendements élevés, pose-toi des questions parce qu'il est fort probable qu'il y ait un truc qui ne soit pas net derrière. En tout cas, essaye toujours de comprendre d'où le rendement provient. Concernant Nexo, elle était en mode « ouais, j'avoue, vous avez raison ». Mais elle a quand même souligné qu'elle n'était pas exposée à Terra Luna en mode pour jeter des pierres sur ses ennemis, tu vois. Elle a aussi souligné qu'elle n'a pas gelé les retraits de ses utilisateurs et qu'elle n'a pas eu besoin d'argent de la part d'entités tierces. Pour le moment, tu vois. Mais le fait qu'il y ait trop de choses bancales comme ça, moi, perso, je me méfierais. De manière générale, tu vois, les plateformes centralisées à utiliser avec parcimonie. Je voulais vous parler maintenant du piratage. Je vous ai annoncé un piratage majeur qui touche même les personnes qui sont sur Ledger, c'est un piratage qui touche TransitSwap. C'est quoi TransitSwap? C'est un sorte d'agrégateur d'exchange multi-chain, donc à travers plusieurs blockchains différentes, la Binance Smart Chain, BNB Chain, Ethereum et plein d'autres blockchains différentes. Donc c'est quelque chose qui simplifie les choses quand vous voulez acheter et vendre des cryptos d'un exchange à l'autre. Moi, personnellement, j'avais utilisé Rango dernièrement, mais j'imagine que TransitSwap fonctionne bien ou fonctionnait bien aussi. Et en fait, ils ont eu un piratage, ils ont eu 21 millions de dollars qui ont été volés. Et là, quand je parle de piratage, c'est bien une problématique dans le code de Transit Finance, de TransitSwap, mais ça a touché directement les utilisateurs. L'argent qui a été volé, c'est l'argent des utilisateurs qu'ils avaient dans leur wallet, donc dans leur propre MetaMask. Si vous aviez juste réalisé une transaction sur TransitSwap et que vous aviez autorisé TransitSwap à accéder à vos cryptos, alors le pirate a pu vous voler votre argent. Vous savez, sur MetaMask et sur les divers wallets de finances centralisées, quand vous voulez interagir avec un exchange, même pour acheter ou vendre des NFT, vous devez donner l'autorisation à l'exchange, au smart contract, d'accéder à vos tokens et de manipuler vos tokens pour vous. C'est les permissions, c'est les approvals que vous avez. Donc c'est quelque chose, en fait, les gens ne font pas très attention en général et ils valident et puis c'est tout. Mais dites-vous que quand vous donnez une permission à smart contract d'interagir avec vos cryptos, vous donnez le droit à Uniswap d'accéder à vos cryptos, si Uniswap se fait pirater, Uniswap peut voler tous les cryptos que vous avez autorisé Uniswap à utiliser depuis votre wallet. Donc ça peut vraiment être dramatique. Il y a des solutions pour réduire ce risque qui consistent à réduire, vous cliquez sur Edit Permission et vous limitez la permission au montant unique du trade que vous voulez réaliser. Donc si vous voulez $100, vous donnez la permission à Uniswap de manipuler $100 uniquement, mais la problématique c'est au prochain swap, vous allez devoir encore une fois autoriser Uniswap ou la plateforme crypto à manipuler vos cryptos. Donc ça peut générer pas mal de frais de transaction en plus, surtout quand les frais de transaction sont pas élevés. Donc c'est vraiment un compromis à trouver. Et la solution, c'est aussi de régulièrement révoquer, enlever les permissions des smart contracts que vous n'utilisez pas. Vous avez des sites comme revoke.cash qui vous permettent de le faire et de visualiser toutes les approvals que vous avez données. Donc n'hésitez pas aussi à
à faire cela régulièrement. Et même si vous aviez vos cryptos sur Ledger et que vous aviez en fait donné le droit à TransitSwap d'accéder à vos cryptos, et ben TransitSwap pouvait requêter toutes les cryptos que vous aviez sur votre Ledger parce qu'ils avaient le droit, parce que vous avez le droit de manipuler vos cryptos. Donc soyez vigilants vis-à-vis de ça, soyez vigilants de quel smart contract vous autorisez à manipuler vos cryptos, parce que TransitSwap il disait ok, on était audité par une société d'audit crypto, mais ils ont quand même été vulnérables. Et la vulnérabilité, c'était dans le code en fait. Le smart contract ne vérifiait pas les entrées des utilisateurs et on pouvait en fait faire un retrait pour faire simple et indiquer l'adresse d'un autre utilisateur. Je simplifie vraiment la vulnérabilité, mais c'était juste ça, c'était un manque de validation au niveau des entrées utilisateurs et ça peut avoir des conséquences vraiment dramatiques. Chainlink, avec son association avec Swift, vient de signer un contrat d'adoption. C'est aussi simple que ça, un contrat d'adoption. On s'en fout du prix. Il vient de signer avec les banques presque entières de la planète. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire, là. C'est que c'est l'adoption qui va faire qu'un projet va exploser ou non. On peut avoir le meilleur projet au monde. S'il y a personne qui s'y attarde et qui trouve ça intéressant, ben tout bad. Les gens vont passer à côté d'autres choses. Donc, c'est pour ça que Chainlink, pour moi, c'est inévitable. C'est un projet qui, probablement, est le plus important à détenir dans un portfolio présentement. Je vais le dire aussi clair que ça. Peut-être pas autant que Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est une entité qui est à part, que je ne compare pas avec rien d'autre. Mais par la suite, Chainlink, c'est vraiment un projet que, peut-être pas dans les prochains jours, prochaines semaines, mais dans le prochain bull market aussi, on ne reconnaît jamais de bull market comme on a vécu par le passé. Eh bien, je pense que vu que c'est une crypto qui s'est pliée aux exigences de la finance traditionnelle, eh bien, on signe un contrat d'adoption qui va faire exploser en nombre le nombre d'utilisateurs de cette blockchain-là. Donc, si tu veux pas être plus bullish que ça sur un projet, moi, personnellement, j'en ai acheté quand même beaucoup, énormément. Il y a de ça quelques jours. C'est un projet que je suivais depuis plusieurs années. Je le voyais aller. Je me disais, ça a une bonne idée, tout ça. Mais là, ce partenariat-là a vraiment fait que non, c'est un projet que faut, pour moi, personnellement, fallait que je saute dedans. Pas le choix, même si dans les prochains mois, ça peut arriver les prochaines semaines, on est dans un bear market encore, que le projet continue à chuter. C'est pas grave, je vais continuer à accumuler parce que ce projet-là, et son entente avec Swift, c'est presque historique. Là. On voit vraiment là, le changement de tendance actuellement du monde réel avec la blockchain. De plus en plus, l'adoption est de plus en plus forte, mais underground. On s'en rend pas compte. Personne n'en parle trop. Pendant ce temps-là, les projets blockchain, la crypto, s'associent avec toutes les banques du monde, toutes les sociétés du monde. Et pendant ce temps-là, les gens, surtout au Québec, pensent que la crypto, c'est un gros scam. Tonton Bruno. Le maire qui a essayé de faire passer une loi, c'est quoi l'idée ? Ouais, il a essayé de faire passer une loi pour avoir une vue totale et permanente sur nos comptes. Bon, juste ça, il a juste voulu avoir un Big Brother, c'est-à-dire qu'il voulait savoir tout ce que tous les Français sur le territoire faisaient à chaque seconde sur leur compte, c'est ça ? Le moins, et la vie privée, elle est où j'ai l'impression que ta vie privée, Peter... Elle est dans son slip. Voilà, elle est entre ses mains, t'as pas le choix. Je parlais beaucoup du fait que les stablecoins qui allaient arriver, l'euro numérique qui allait arriver, il allait être tellement centralisé que toutes nos transactions allaient être contrôlées et le coin serait programmable. C'est-à-dire que, je sais pas, la banque centrale pouvait programmer tes coins, tes euros numériques sur ton compte à toi, les euros numériques de Jean-Jean, pour qu'ils ne puissent pas acheter de McDo. Là, j'ai l'impression que Bruno Le Maire, c'est lui qui allait t'envoyer les petits SMS pour te dire c'est chaud ce que t'es en train de faire cette semaine, frérot. Il nous dorlote en fait. Il nous conseille de mettre des pulls et puis là, il nous conseille donc d'avoir un œil sur nos comptes des fois qu'on soit trop con pour les gérer. Quoi. Heureusement qu'il y avait la direction interministérielle du numérique qui a quand même posé son veto en disant dis-moi, le maire. T'as pas l'impression qu'il y a la vie privée des gens quand même C'est clair, mais c'est grâce à l'article qu'on apprend qu'il y a un fichier qui s'appelle FICOBA qui recense tous les comptes bancaires et les opérations. Et donc c'est sur ce fichier-là qu'il a voulu mettre la main pour avoir un petit œil bien glissé sur les comptes de chacun. Bravo à l'organisme qu'on a et qui nous a protégés pour le coup. Moi je le connaissais pas le DINOM, mais ça fait plaisir. Donc pour finir, quelques citations. Donc Michel Rocard, la dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux. Un peuple qui ne sent pas le poids de l'esclavage est parvenu à un tel degré d'abrutissement qu'il ne conçoit aucune idée de liberté politique. Et donc après on peut comprendre que les gouvernements et le système bancaire tel qu'il est fait
nous ont mis dans une situation extrêmement difficile. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le Great Reset, ils pensent que les gens qui nous ont mis dans la difficulté vont nous sortir du problème alors que c'est eux le problème. Donc Klaus Schwab pense que la pandémie représente une opportunité rare pour repenser, réinventer et réinitialiser notre monde, mais je pense que si on les laisse faire, ça va être l'esclavage digital. On va maintenant parler de l'accord parallèle conclu entre la Russie et les Nations Unies. La Russie a signé un protocole d'accord avec le secrétariat des Nations Unies qui porte sur la, je cite, promotion des produits alimentaires et des engrais russes sur les marchés mondiaux. Cet accord permettra à la Russie de reprendre en partie ses exportations de céréales, qui lui ont rapporté au passage 11 milliards de dollars en 2021. L'assouplissement des sanctions offertes à Moscou en échange de la signature de l'accord lui permettra de profiter des prix élevés actuels sur le marché mondial. Dès le début des pourparlers, les fonctionnaires de l'ONU ont compris qu'il serait nécessaire de proposer à la Russie des moyens d'exporter plus facilement ses propres produits agricoles, entravés par les mesures prises par les États-Unis et l'Union européenne à l'encontre des banques, des camions, des navires russes, ainsi que par le refus des nombreuses compagnies maritimes internationales de travailler avec des clients russes. Moscou a d'ailleurs préféré communiquer officiellement sur l'accord signé avec les Nations Unies plutôt que sur les accords sur les céréales ukrainiennes. Ce faisant, les Russes essaient de gagner la bataille de l'opinion en minimisant la contribution des exportations ukrainiennes à la sécurité alimentaire mondiale, tout en exagérant l'impact des sanctions imposées à la Russie sur la hausse des prix alimentaires mondiaux. Le président Poutine a affirmé que les céréales ukrainiennes ne représentaient que 0,5% de la nourriture mondiale. Vladimir Poutine a également de nombreuses raisons de vouloir s'assurer que les plus grandes exploitations agricoles russes sont en mesure de conserver leurs revenus d'exportation. Le ministre de l'Agriculture, Dmitry Patrouchev, est le fils aîné du secrétaire du Conseil de sécurité, Nikolai Patrouchev. La deuxième plus grande société d'exportation de céréales, Demetra Holding, est détenue en partie par des structures du groupe Marathon appartenant à Alexander Vinokourov, qui est le gendre du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Agrocomplexe Katchev, probablement le plus grand propriétaire de terres agricoles russes avec une réserve foncière de 1,1 million d'hectares, appartient à l'ancien ministre de l'Agriculture, Alexander Katchev. Et la liste des proches du président russe ne s'arrête pas là. Plusieurs banques russes ont également tout à gagner de l'accord puisque leurs avoirs gelés pourraient être partiellement dégelés par l'Union européenne afin d'éviter les retards de paiement des produits agricoles. Parmi ces banques figure la banque Rossiya, détenue par les amis de Poutine, Yuri Kovalchuk et Nikolai Chamalov, ce dernier se trouvant être l'ex-beau-père d'une des filles de Vladimir Poutine. Et je vais terminer cette petite liste qui illustre parfaitement le capitalisme de connivence avec la Promesia Bank, la principale banque utilisée par le secteur de la défense russe, qui elle aussi pourrait voir ses avoirs partiellement dégelés. Mais ce ne sont pas les seules exportations agricoles qui sont en jeu pour Moscou. Les importations seront également facilitées par l'accord sur les céréales. Si on met de côté le blé, pour lequel les Russes sont autosuffisants, les agriculteurs russes sont fortement dépendants des semences importées. Près de 90% des semences de pommes de terre, 70% des semences de colza et de 30 à 90% des semences de fruits sont importées. On est dans un système de risk off actuellement. Tout le monde s'attend à ce que les marchés partent violemment à la casse et personne ne veut prendre de risques, donc personne ne va se mettre sur les actifs risqués. Quand vous regardez le Nasdaq, le Nasdaq il nous a donné une clôture assez pitoyable vendredi. C'était quand même une fin de semaine, fin de mois et fin de trimestre. À l'arrivée, il a clôturé absolument sans mèche, c'est-à-dire il a clôturé au plus bas de sa journée, en cassant le dernier point bas. Donc le Nasdaq est fortement baissier. On rentre dans le mois d'octobre qui est un mois traditionnellement négatif, c'est même le mois des crashs. Alors je ne dis pas qu'il va y avoir un crash, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut rester extrêmement prudent. Là le Nasdaq nous donne franchement un signal vraiment baissier. On a deux bougies rouges, il en manque une troisième, et même quand on regarde à plus long terme ce qui s'est passé, voici la bougie du mois, vous voyez qu'elle est quand même pas très sympathique. On en a deux, il en manque une troisième. Moi j'ai un objectif à 9150, on a les 10 688 à aller chercher, donc tout ça reste extrêmement baissier. Donc ça veut dire que actuellement les opérateurs ne veulent pas prendre de risques. Alors il y a la Fed, il y a plein de choses. On va avoir le chiffre de l'emploi américain vendredi à 14h30. Donc ça va. Est-ce que ça va donner une importance, une tendance? C'est pas gagné d'avance, parce que ça fait quand même quelques temps que ça ne donne plus de tendance. Mais bon, ça va sans doute agiter les marchés. On peut aussi avoir des marchés attentistes jusqu'à vendredi.
Le début du nouveau cycle économique se fera alors qu'on est en pleine inflation, en pleine merde totale, et où plus personne n'aura envie de rien faire. Donc c'est généralement à ces moments-là que les marchés sont en train de tourner. Et si on lit un petit peu ce qui a été écrit ce week-end, ce qui se dit à droite à gauche dans les arcanes de Wall Street, eh bien on a le sentiment effectivement qu'il y a quand même 2-3 personnes, alors pas la majorité, 2-3 personnes qui commencent à dire que finalement c'est difficile de savoir si aujourd'hui à 3585 on fait les bottoms, mais quelque part par là autour, il y a quand même des choses qui sont en train de se construire. Quand on clôture 3 fois de suite et 5 fois de suite au-dessus de 30% de vol, de 30 sur le niveau du VIX, eh bien c'est généralement un signe positif pour essayer de jouer le prochain rebond. Eh bien si vous regardez aujourd'hui ce qui s'est passé sur la VIX ces derniers temps, eh bien on n'est pas loin de ce niveau-là, donc on a plutôt un signal positif technique en termes de rebond qui voudrait nous laisser espérer qu'on puisse remonter assez rapidement ces prochains jours en tous les cas. Il y a une autre statistique qui est importante à se souvenir également, c'est que généralement quand on vit un mois de septembre pourri, et là c'était le plus pourri depuis 2002, donc ça fait un bon moment, et donc du coup en général quand le mois de septembre est bien pourri, le mois d'octobre est meilleur. Alors c'est vrai que ça reste quand même le mois des crashs, un autre mois des crashs, mais quand septembre est pourri, octobre est meilleur. Donc on peut espérer qu'on va commencer à se stabiliser, à se calmer, même si on peut encore baisser un petit peu pour des raisons d'inflation, pour des raisons de CPI, pour des raisons de chiffre de l'emploi, mais quelque part, on peut espérer qu'on va commencer à se reconstruire. On peut espérer. Il faut quand même mettre un peu de positivisme, parce que cette émission, c'est quand même Morning Bull Live, et je peux pas rester collé dans l'aspect pessimiste. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la photo globale de tout ce qui se passe autour de nous, eh bien, on n'est pas encore vraiment sorti de l'auberge parce qu'il y a quand même pas mal d'autres soucis. Et je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques de ce qui se passe depuis quelques jours entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, parce qu'on a encore eu un discours de M. Biden qui dit qu'il va défendre chaque centimètre carré appartenant à l'OTAN face à la Russie. Donc de ce côté-là, on se passerait largement de ce genre de commentaires. Bon, la bonne nouvelle, c'est que normalement, ce genre de commentaires, Biden, il l'a oublié environ 4 minutes après. Ce qu'on peut voir ici, c'est que si on prend la mèche ici du dernier ATH, enfin de l'ATH de 2018, on peut voir que les dernières bougies ont clôturé pile poil sur le corps. Alors si je lève un petit peu pour vraiment aller sur le corps, tu peux voir que, alors on peut tricher un peu, on peut aussi même épaissir. La plupart du temps, je vais faire un peu ceux qui veulent, comme ceux qui veulent mettre la charte comme ils sentent bien. Voilà, on épaissit un peu, on se met là, et voilà. C'est bon. Donc là, tu peux voir que quasi à l'ancienne mèche, on avait clôturé des corps de bougies sur l'ancienne ATH 2018. Et malheureusement, après 3 mois de clôture de corps au-dessus de l'ATH qui était plutôt bullish, on était content. Pendant 3 mois, l'ancienne ATH 2018, il tient sur la clôture monthly. Et là, c'est extrêmement fort. Tu te dis, c'est cool. Et finalement, ce mois de septembre, non seulement on clôture en dessous, on perd totalement le support et on clôture en dessous, quoi. Donc c'est pas très joli, c'est pas très joli. Bon, le mois d'octobre fait que commencer, donc la bougie de ce mois-ci, elle est toute neuve, on peut pas dire où ça va aller. Ce qu'on regarde, c'est peut-être les anciens supports. Les anciens supports, 2018-2019, on a cette mèche-là qui est au 17 222. Donc, est-ce qu'on va y aller ou pas? Peut-être. Et après, il y a quand même un énorme support qui est fait ici par les 2 anciens corps de bougie en décembre 2017, janvier 2018, donc l'ancienne ATH, plus une mèche ici en juin 2019, plus 2 corps de bougie ici en octobre 2020 et novembre 2020. Donc là, on est en bougie monthly. Donc là, c'est du gros support. Et on a ce support au 13 888 $. Donc, tu vois, si jamais tu cherches vraiment les supports long terme pour mettre des ordres, pour savoir si on tombe, qu'est-ce qui pourrait retenir le prix? Pourquoi ça va retenir le prix? Parce que c'est là où il y a eu de l'échange, c'est là où il y a eu de l'achat, de la vente, où il y a des gens qui sont bataillés sur ces niveaux-là. Et donc, là, il y a eu de la bataille sur les 20 000 $ et malheureusement, les boules ont perdu la bataille. Cette bougie de ce mois-ci l'a montré. C'est les bears qui ont gagné la bataille parce que le corps de bougie a clôturé dessous ce niveau. Donc ce niveau-là des 20 000, malheureusement, adios amigos. Les tastos prulos, ça peut rien dire, mais voilà. Donc prochain niveau, peut-être les 17 222. Peut-être, si on y va. Je ne sais pas si on va y aller. Moi, je ne suis pas devin, je monte juste des niveaux. Bon. Là, c'est du Bitcoin en weekly, donc c'est quand même du long terme avec l'indicateur Ishimoku. D'accord. En plus de ça, je mets toujours ma trendline, donc c'est comme pour le S&P 500, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, avec une touche ici, une deuxième touche et encore une touche ici.
Donc c'est pour ça en fait que j'ai appelé la vidéo, je veux dire surtout la miniature, est-ce la fin du bear market? Parce qu'en fait ici on est vraiment au bord de la trendline. Donc en gros, je vais zoomer, on peut encore faire une semaine quand même. Il y a la place de passer une bougie ici. Mais cette semaine, soit on vient s'exploser la tête ici, hop, et on va aller plus bas, on va chercher les 14 000 $, comme beaucoup de gens l'ont prédit, soit ou sinon, on va passer à travers et poser un vrai double bottom sur le Bitcoin. Et comment on le voit, c'est qu'ici, il y a un plus bas. Ici, on aura un plus haut, que le précédent. Je vais jamais réussir. Et en fait, ça pourra nous permettre de faire un W comme ceci. Ok, hop, un W comme ça, en weekly. Et là, ça serait très puissant. Donc là, pour le moment, on est sur 3 semaines d'affilée au même endroit. Donc là, on peut rien analyser. Juste wait and see comme d'habitude. Mais bon, par contre, dites-vous que les bulls, donc là, les acheteurs, ils ont énormément de boulot à faire. Parce que là, du coup, on est juste en dessous du last ATH du dernier bull run. Ensuite, on a cette trendline. Ensuite, on a la Tenkan, la Kijun. Et ensuite, au-dessus, bien sûr, on a le Kumo, donc le gros nuage qu'il y a ici. Mais surtout, avant, ce qu'il y a à faire, c'est ici. Là, c'est là où il y a le plus gros travail. Sur du moyen terme ici, ça commence à devenir de nouveau un peu intéressant au nord puisqu'on a de la liquidité au nord et au sud, c'est plus uniquement au sud. Ça reste quand même plus rouge au sud, mais jusqu'à environ 20 500. Il y a des trucs à prendre au nord également. Sur Binance Future, c'est un peu compliqué. Là, ça se passe plus ou moins des deux côtés. Il y a du jaune au nord, au sud. Donc là, c'est un peu indécis over on Binance Future. Sur du court terme, en 1 hour, on peut voir qu'ici, sur le prix, sur l'action price, ça descend pendant que sur l'open interest, ça monte doucement mais sûrement. Ça signifie qu'il y a des bulls qui sont piégés, qui ne ferment pas leur position et qu'on risque de descendre jusqu'à ce que, ici, ça se pète bien la gueule sur l'open interest et que les bulls saignent. Ici, on voit également que les longs sont plus au rendez-vous que les shorters, et comme d'hab, c'est la majorité en général qui se fait sélectionner par la nature. Une fois plus ici, plus de longueur que de shorter, on est sur du 69%. Donc ici également, tant que le sentiment est bull, c'est pas bull. Donc c'est un article de Crypto Info, c'est qu'en fait, le Bitcoin devrait gagner 22% au cours des 4 prochaines semaines. C'est lié au fait que le Bitcoin a vu le 30 septembre 34 700 bitcoins quitter les exchanges, et à chaque fois que ça fait ça en général, ça veut dire que les gens reprennent confiance pour la suite, et en général quand on retire des dizaines de milliers de bitcoins des exchanges, c'est très positif, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu énormément de bitcoins qui ont été retirés des exchanges, et bien évidemment quand on retire les bitcoins des exchanges, c'est que forcément on va pas les vendre, et en général ça annonce du positif. Visiblement, le marché semble avoir purgé, en tout cas tous les spéculateurs excités de la gâchette et de l'effet de levier, ce qui montre finalement un certain calme, voire stabilité. Alors attention, parce que j'en vois encore beaucoup qui regardent les bougies horaires pour déterminer les tendances à moyen terme. Ça marche pas. C'est au-delà que ça marche pas, on se prend les portes de saloon dans tous les sens. Ah, ça baisse de 1%, c'est le début de la fin. Ah, ça monte de 1%, c'est le début d'ATH. Non, ça normalement, ça doit être acquis. On a une sorte effectivement de désintoxication de l'intérêt spéculatif. Alors ça se témoigne au travers d'une baisse des volumes des retail, des particuliers. Donc ça veut dire quoi? Moins de spéculation, moins de variations très fortes, plus de stabilité. Le quatrième jeu, on change complètement de sujet, je vais te parler tout simplement de Snook. Tu reconnaîtras certainement un des jeux de ton enfance, tout simplement inspiré du jeu Snake. Également Agar.io, je crois, avait été sorti il y a quelques temps et avait pas mal cartonné. C'est un petit peu sur ce principe il va falloir bouffer en fait les adversaires, un petit peu en mode Battle Royale, et plus tu tues d'adversaires, plus tu en récupères, plus tu gagnes du token que du coup tu pourras échanger contre de l'argent. Je voulais te le présenter tout simplement parce que je trouve le système plutôt cool. En tout cas, un Snake Play to Earn, pourquoi pas. C'est un jeu qui peut être assez simple, mais assez addictif également. Au niveau de la tokenomics, ils ont mis plein de trucs en place également pour burner et pour générer du token. Donc c'est assez complexe, je te laisserai aller creuser si tu veux, parce que sinon ça va prendre des plombes à t'expliquer. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport à Snook, c'est qu'ils ont mis en place une saison 1 du coup, avec pas mal de récompenses à la clé, notamment 100 000 tokens du jeu à récupérer. En fait, c'est des compétitions qui auront lieu tous les week-ends au cours du mois d'octobre. Donc là, pour le premier week-end, c'est compliqué au moment où tu vas voir cette vidéo, mais pour les prochains week-ends, si tu veux tester le jeu du coup et pouvoir participer au prize pool de 100 000 tokens, et bah tu auras le timing parfait. Ça, du coup, un mode de Battle Royale. Tu as également d'autres modes de jeu, mais le mode principal, ça sera le Battle Arena. Sachant qu'on est sur la blockchain Matic et que du coup, tu vois, pour acheter un Snake, c'est
environ 30 tokens Snake, donc si tu veux en acheter 10, c'est 300, sachant que le token Snake, il est actuellement à 0,04 centimes d'euros, donc c'est-à-dire qu'un Snake, ça te coûte en gros environ 1 euro. Donc si tu veux tester le jeu, en tout cas tu n'auras pas à vraiment t'arracher la main à sortir trop le porte-monnaie, tu pourras le tester à d'un prix assez accessible. 61 000 followers quand même sur Twitter, c'est pas mal pour un petit Snake. Donc à toi de voir si tu veux essayer de participer à ce concours, à ce prize pool, à ce ladder du coup qui aura lieu le mois d'octobre. Au-delà de ce côté rêve, fondamentalement en termes d'investissement, je vois dans les jeux vidéo de type métavers un secteur économique de substitution aux loisirs carbonés. Je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes sous contrainte énergétique due, certes, au conflit avec la Russie, mais plus fondamentalement à cause du pic tout pétrole que nous vivons en ce moment. Et à cause du manque de développement d'énergie nucléaire, ce qui nous barre la route de l'énergie décarbonée en masse. Pour faire court, puisque la croissance, c'est de l'énergie transformée et rien d'autre, à 98,5%. L'Occident et l'Union européenne, au premier rang, rentrent en décroissance économique structurelle. Nous allons donc être forcés de consommer moins d'énergie, content ou pas content. Trouver des secteurs économiques en croissance va donc devenir un sport extrêmement difficile. Une bonne opportunité que je vois, c'est de trouver les secteurs de substitution. Aujourd'hui, le jeu vidéo n'est pas un secteur de substitution, car on peut jouer dans la voiture qui nous emmène en vacances au ski. Par contre, dès lors que les vacances à Barbuda deviennent trop chères, parce que l'avion ne sera plus accessible à tout le monde, il faudra bien que les gens s'occupent. Cela me rappelle quand j'étais étudiant à Lyon. On n'avait pas beaucoup d'argent avec les copains, donc pendant les vacances, on partait en Azeroth voler à d'autres dragons. Je l'ai aussi observé pendant le confinement de mars 2020. Les audiences de YouTube ont littéralement explosé et les sociétés de jeux en ligne ont très bien vendu car les gens étaient littéralement enfermés chez eux. Aquaverse, eh bien sachez que c'est un projet français, donc il y a une grosse partie de la team qui est française. Et c'est un projet NFT qui a pour but de, entre autres, protéger les océans via l'élevage d'éponges de mer. Alors c'est un petit peu complexe. En tout cas, ils ont, grâce à leurs gardiens, ce qu'ils appellent les gardiens, c'est les personnages qui sont liés à leur projet, levé, je crois, plus d'1,5 million pour justement faire de la culture d'éponges de mer, qui peuvent servir à dépolluer les océans, mais qui peuvent avoir aussi beaucoup d'autres fonctions. Donc voilà, ils ont créé 10 000 gardiens qui étaient au prix de 1 EGLD au tout départ du mint. Moi, mes 2 gardiens, eh bien, je les ai mintés dès le début du projet et par contre, j'ai jamais fait de vidéo sur ce projet. Donc, ils ont remporté récemment en 2022 un prix à la NetExplo. Donc, c'est un forum qui est lié à l'UNESCO, en fait, qui récompense voilà, des projets prometteurs. Ils étaient parmi les 10 cités et ils ont remporté ce fameux prix. Donc, une news qui m'a touché. Je sais pas si vous avez vu ça en fait, mais il y a un gros mouvement qui se crée autour d'un enfant malade qui s'appelle Victor. Sa maladie, du coup, je me suis noté parce que c'est compliqué, c'est une maladie, en fait, il est atteint d'amyotrophie spinale musculaire. Donc autant vous dire que ses jours sont en danger. Et en fait, il y a eu un gros mouvement qui a été créé. Il y a plein de sites pour récolter plein de dons, du coup, pour aider la recherche. Et du coup, ce petit garçon-là, notamment, du coup, il a 11 mois, donc il a même pas 1 an, quoi, le petit garçon Victor. Et notamment, du coup, des NFT aussi sur la blockchain Elrond, que du coup vous pouvez acheter et qui du coup servira forcément pour la recherche et pour aider les conditions de vie du coup de ce petit bout. Ça coûte 0,519 EGLD et je voulais aussi tirer mon chapeau au jeu Cantina Royale, également de la blockchain Elrond, puisque ils ont récolté du coup du token de leur jeu pour Victor en fait, qui vont du coup convertir en dollars et donc vraiment GG à eux. Et pour ceux qui veulent aussi participer sans forcément mettre d'argent parce qu'ils n'ont pas d'argent, vous pouvez faire circuler le hashtag Together for Victor qui circule du coup sur Twitter. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.